Bonjour à tous, bonjour les amis, l'Afterlap, le podcast du sport auto en mode audio et vidéo. On en a pris la bonne habitude de décliner chaque épisode en deux versions. Donc si vous nous voyez, bien vous voyez tout de suite que je suis avec un invité aujourd'hui. Et si vous nous écoutez, vous l'entendrez dans quelques instants puisque je vais lui souhaiter bien le bonjour et espérer qu'il aille bien. C'est notre ami Guillaume Lafay. Bonjour Guillaume. Salut LFD, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de te retrouver après quelques longues semaines sans se voir, sans se parler, et après quelques beaux rallyes. Voilà, il nous manquait de nous retrouver, je le dis sincèrement. Et lorsqu'on se retrouve, c'est pour évoquer le WRC, puisque tu es notre expert WRC sur l'Afterlap tout au long de cette saison 2021. On t'en remercie encore beaucoup. Et on a vécu ce week-end un des grands moments forcément de l'année, parce que qui dit rallye de Finlande, que ce soit en toute saison possible, puisque justement ça va faire partie du débat. Oui, un rallye de Finlande, Guillaume, on est d'accord. Là, on retient sa place et on retient son souffle et on regarde ça à fond. Voilà, tout à fait. Alors juste avant, quelque chose qui me tient un petit peu à cœur, LFB, Oui. et qui tiendra aussi à cœur à pas mal de passionnés du sport auto. Je voulais juste rendre un petit hommage à notre ami, cette grande figure du sport auto qui était Fiesman, notamment le dessinateur d'Auto Hebdo. Donc voilà, j'ai grandi un peu avec lui aussi, et la première chose qu'on fait quand on ouvre Auto Hebdo, très régulièrement, c'était d'aller voir ces petites illustrations. Voilà, le dessin humoristique à chaque semaine qui nous régalait. Donc voilà, une grande pensée à ses proches, à sa famille, et un grand merci à lui pour tout ce qu'il a pu apporter. Voilà. Tu as tout à fait raison, Guillaume. J'ai été également très, très touché d'apprendre la disparition de Jean-Louis Fiesman, qui effectivement était une figure et était surtout une plume et un sacré talent. Quel regard caustique il avait, mais avec bienveillance, évidemment, avec l'amour qu'il portait aussi à notre discipline favorite, puisque s'il croquait certains traits d'esprit ou d'attitude de quelques personnes du sport automobile, à partir du moment où nous, on souriait pour ne pas dire qu'on rigolait, ça veut bien dire que le but était atteint. Et c'est vrai qu'il y avait toujours un regard très, très pointu et très ironique, mais en même temps très drôle aussi, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'était vraiment une joie et un plaisir de regarder ces petites illustrations chaque semaine. Donc voilà, ça me tenait à cœur. Et puis je vous donne rendez-vous aussi à la fin de l'épisode pour un petit concours, on va dire, que je souhaite lancer, dont je t'en dirai un petit peu plus. Ce sera la petite surprise de fin d'épisode, comme toujours. Voilà. Ça c'est Guillaume, je témoigne qu'à chaque fois il prépare des petites choses et que c'est la spontanéité du direct et que moi-même je vais découvrir ça. C'est très sympa. Alors, si tu as amené quelque chose à nous montrer, sache que moi aussi. Donc je vais amener ce petit carnet, tu vois, qui se présente comme un petit carnet de notes tout banal. Mais regarde, si j'approche de la caméra, tu arrives à lire. Alors c'est peut-être à l'envers. Jyväskylä. Voilà. Donc ce carnet, tu vois, c'est le témoin que j'étais bien sur place pour le rallye de Finlande que j'ai couvert. Alors sur quelques années pour Motorsport TV avec Patrick Rivet, souvent on alternait un petit peu, mais je me suis rendu sur place en 2017 et en 2018, mon cher Guillaume. Donc je suis fier et je ne sais pas si toi tu as eu cette chance d'aller sur le rallye de Finlande une fois. Oui, j'ai eu cette chance à deux reprises en 2011 avec la Skoda S2000 et Juho Hänninen en tant que sur le championnat SWRC à l'époque, et puis par la suite en 2013 également, où je faisais l'assistance et l'ingénierie de Esa-Pekka Lappi et de Hayden Paddon. Donc voilà, j'ai eu cette joie effectivement de découvrir ce magnifique pays, ces paysages de folie et ces spéciales tout aussi folles. En été, par contre, au mois d'août. Donc, comme tu le disais, voilà, on va en discuter. Mais c'est vrai que le fait de déplacer au mois d'octobre, ça a quand même eu quelques impacts. Oui, tout à fait. Ça nous a offert des images encore magnifiques, comme le rallye de Finlande peut en offrir. Voilà. Donc c'est bien ce qui me semblait, qu'on a ce point commun qu'on s'est rendu tous les deux sur place. Donc toi, avant moi, c'est clair, mais 2 ans chacun, c'est amusant ce petit point commun. Entre parenthèses, alors il paraît qu'on dit Jyväskylä. Je ne sais pas si tu as vu cette info aussi. Hein. C'est possible, oui. La prononciation des trémas est un petit peu particulière dans ces langues nordiques. Voilà, je ne sais pas trop comment on le prononce.
J'avais eu l'info par mon amie Linda, que j'ai connue sous le nom de Linda Martins à une époque, et qui maintenant s'appelle depuis bien des années Linda Hirvonen, c'est pas n'importe qui. Donc notre chère Linda, si elle nous écoute, bah, évidemment je la salue bien bas. Et donc elle m'avait effectivement dit en 2018 que, bah, a priori, puisqu'elle connaît maintenant bien le finlandais, on dit Jyväskylä. Alors, petite parenthèse aussi pour finir notre introduction, la Finlande, je suis comme toi, je vibre à ces paysages fabuleux, ces forêts, ces spéciales, ces routes. Enfin bon, je me suis rendu plusieurs fois en Finlande pour d'autres reportages. Les villes sont assez moches, je me permets de le dire. Jyväskylä, je dirais pas que c'est la ville la plus belle du monde, non, loin s'en faut. Enfin bon, je te dis ça comme ça, là, c'est vraiment une petite remarque. Oui, alors après, c'est vrai que dans ces pays-là, il faut pas être très citadin et urbain. C'est certain que voilà, l'attrait de ces pays, c'est pas les grandes villes de faire du shopping et autres. C'est plutôt justement de profiter de ces paysages, de faire des grandes randonnées en vélo, des road trips et autres, aussi bien en été qu'en hiver, parce que quand on a la possibilité d'aller au même endroit en été et en hiver, voilà, c'est tout simplement fabuleux et il faut le faire. Bah ouais, non, mais c'est ça. Mais bon, c'est vrai que ces architectures finlandaises de ville, bon, c'est un peu soviétique, on va dire, c'est un peu massif. On peut pas dire que ce soit toujours super beau les bâtiments, mais évidemment, c'est la nature finlandaise qui fait toute la différence. Alors évidemment, on va parler dans quelques instants du résultat sportif. Tout le monde, je suppose, le connaît, mais enfin bon, si vous le savez pas, c'est bien Evans qui a gagné. Et puis il y a eu quelques péripéties. Sébastien Ogier est toujours en tête du championnat du monde, mais il a quand même perdu un petit peu de son avance et on se demande peut-être si ça pourrait pas vraiment nous faire une fin de saison un peu plus inattendue qu'on croyait. On va parler de tout ça, mon cher Guillaume. Mais c'est vrai que la première question, c'est une question de forme, et c'est ce qu'on a commencé à dire, d'apparence de cette saison automnale, d'avoir ce rallye de Finlande début octobre. On a découvert évidemment des paysages magnifiques avec les arbres qui jaunissent, on va dire ça comme ça, par rapport à l'automne. Est-ce que tu as apprécié ce changement de décor de la Finlande? Alors, apprécier, je sais pas. En tout cas, c'était très très différent. Moi, j'ai été vraiment extrêmement surpris par ces premières images d'hélicoptères, effectivement, des forêts complètement jaunes, orangées, qui m'ont rappelé très clairement le Pays de Galles. Avec la terre qui était beaucoup plus sombre aussi que la couleur grise qu'elle a habituellement quand elle est complètement sèche en été. Ça m'a énormément rappelé le Pays de Galles, le RAC, en enlevant la pluie, mais en tout cas, c'était des choses extrêmement intéressantes aussi, avec le retour des spéciales de nuit. Ça fait depuis 1994 qu'il n'y avait pas eu de spéciales de nuit en Finlande, et donc le fait de décaler du mois de fin juillet, début août à octobre, fait que le soleil se couchait extrêmement tôt et qu'on a eu ces spéciales de nuit qui ont eu leur rôle très clairement dans le classement également. Donc c'était une chose extrêmement intéressante aussi, mais je préfère quand même garder le rallye de Finlande en été, avec l'esprit festif, les gens voilà, en t-shirt, short plutôt qu'en manteau, puisque là on a quand même eu des températures qui étaient extrêmement fraîches, qui étaient quasiment négatives, voire négatives pendant la nuit, et dans la journée on dépassait à peine les 5 degrés, donc voilà, c'était des conditions un petit peu particulières qui ont joué leur rôle et intéressant. Oui, mais alors, autre question là, un petit peu plus peut-être source de débat. Te satisfais-tu d'un rallye de Finlande qui fait que 287 km de secteur chronométré, avec des spéciales qui sont pas très longues, ou parfois même un peu formatées à la 10-15 km, pas plus. Est-ce que c'est pas un peu petit tout ça? Si, très clairement que c'est plus c'était pas en tout cas le rallye de Finlande qu'on attendait et dont on a l'habitude, où certes on a des spéciales qui sont jamais très très longues, enfin, même si elles font 30-35 km, ça va tellement vite que de toute façon en termes de chrono, on l'appelle pas le Grand Prix de Finlande ou le Grand Prix sur Terre pour rien, ça se joue tout le temps au dixième de seconde ou à la seconde, quel que soit le kilométrage. Il y a très peu de différences chronométriques qui peuvent être faites sur les spéciales. Cette année, voilà, pour qu'il puisse avoir lieu, déjà, il a dû être décalé dans le temps. Et puis surtout, il y a eu des contraintes en termes de découpage qui ont fait qu'il fallait que ce soit un rallye qui soit extrêmement condensé. On a commencé que vendredi après-midi avec un shakedown vendredi matin.
Voilà, encore une fois, on est dans une période encore un petit peu particulière, en espérant que cette fois ce soit derrière nous pour de bon et que l'année prochaine on puisse recommencer sur des épreuves avec leur caractère originel. Si c'était la contrainte pour avoir le rallye de Finlande cette année, voilà, c'était quand même un beau rallye, une belle organisation encore une fois. Et il y a des contraintes qu'il faut savoir accepter par moment. Donc j'espère effectivement que ce ne sera pas le cas sur toutes les autres années, qu'on retrouvera un grand nombre de spéciales, de 25, 28 spéciales, comme il pouvait y avoir encore il y a quelques années, réparties sur 3 jours et demi, 4 jours. Oui. Mais voilà, pour cette année, il faut s'en satisfaire. On a quand même une très 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 belle bagarre entre plusieurs protagonistes. Donc c'est ça qui était le plus important. Tout à fait. Chers amis, je rappelle que vous êtes en plein cœur de l'épisode 103 déjà de l'Afterlap, le podcast du sport auto. C'est un spécial WRC aujourd'hui. On revient avec Guillaume Lafay sur le déroulement pointu, précis. On débriefe, on analyse du rallye de Finlande. Avant-dernière manche, comme j'aime à le dire aussi, de ce championnat, et c'est pour ça que la situation devient intéressante. Toi, l'ingénieur que tu es, Guillaume, décris-nous la terre finlandaise, parce que parfois on a le sentiment que la terre, elle est quasiment asphalte. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Il y a pas toujours beaucoup de poussière. On a l'impression que c'est très concassé, que c'est très solide. Comment tu résumerais la particularité d'une terre finlandaise par rapport à une terre grecque, par exemple, ou d'un autre pays ? Eh ben, la terre finlandaise, c'est sûr qu'elle est beaucoup plus compacte parce que déjà c'est des routes en fait, c'est des routes en terre plutôt qu'être en asphalte. C'est des routes qui sont empruntées tous les jours par un grand nombre de véhicules. Alors certes, pas comme dans les grandes villes dans le reste des métropoles européennes, mais c'est des routes en tout cas qui sont utilisées quotidiennement par des tracteurs, des engins forestiers qui vont couper les arbres. Donc c'est des routes qui sont vraiment faites pour rouler tous les jours dessus. C'est pour ça d'ailleurs que les Finlandais sont aussi à l'aise en termes de pilotage, parce que c'est des routes qu'ils empruntent tous les jours, sur lesquelles ils peuvent s'entraîner. Quand ils vont au boulot, ils en empruntent certaines parties. Donc voilà, ils peuvent se faire plaisir tous les jours dessus. Donc ce qui a pour conséquence de vraiment, oui, effectivement, compacter cette terre. C'est des routes qui sont entretenues aussi par des engins particuliers pour la rendre justement stable, qu'il n'y ait pas de dégradation. L'hiver également, c'est des routes qui sont complètement gelées pendant des mois et des mois, donc ce qui a tendance encore plus à compacter. Donc effectivement, en été, on a une couche un petit peu plus importante qui est plus friable, qui va faire ce rôle de poussière et de balayage. C'est pour ça qu'il est toujours pénalisant de partir dans les premiers en été. À cette période-là, une période plus automnale, c'est vrai qu'on s'en est rendu compte, de par la couleur que je disais tout à l'heure, on avait une terre qui était quand même plus humide, un petit peu plus meuble, qui avait tendance à se creuser un tout petit peu plus qu'en été. Mais bon, rien de comparable par rapport au Portugal, au Safari ou à la Grèce qu'on a connu très récemment. Le rallye de Finlande est un rallye qui est très peu cassant. Malgré les nombreux jumps qu'il peut y avoir sur les spéciales. C'est un rallye qui est extrêmement rapide, très peu abrasif au niveau des pneumatiques. Quoi dire d'autre ? Voilà, c'est à peu près tout. C'était encore pénalisant de partir dans les premiers, mais un petit peu moins que l'été, quand la terre est complètement sèche depuis des semaines et des semaines. Et alors, les organisateurs se fatiguent à mettre des plots rouge-orangé dans beaucoup de virages pour empêcher qu'on aille à la corde. Parce que ça a l'air, c'est forcément lourd, ce genre de pièces. Et puis, on a l'impression qu'il y en a des centaines partout. Enfin, je veux dire, c'est une organisation de dingue. Oui. Alors après, une des choses principales aussi, c'est pour éviter que les voitures coupent dans les bas-côtés. Et pourquoi éviter qu'elle coupe ? Tout simplement pour éviter de détériorer les bas-côtés, d'avoir à passer des heures et des heures à réhabiliter la route, justement, puisqu'elles sont utilisées tous les jours. Donc en plus de donner un peu de difficulté aux protagonistes du WRC, ça permet aussi de sauvegarder l'environnement entourant, parce que c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important pour tout le monde, quoi. Ouais, bon. Ok, voilà pour le contexte de ce rallye de Finlande. Là, je crois qu'on a bien présenté le décor.
Mais c'est vrai que non, ça nous a offert des images vraiment, vraiment formidables. Et c'est ça aussi la magie du WRC. Moi, chaque année, quand il y a un rallye, que ce soit en Suède ou en Arctique maintenant, avec ces paysages de neige, bon, le Monte Carlo, n'en parlons pas. Le Kenya, depuis cette année, on sait que c'est fabuleux. Non, c'est vrai que le WRC a aussi cette vocation, finalement, à nous offrir des paysages de pays vraiment uniques en son genre. Alors, Elfyn Evans a donc gagné. Elfyn Evans, je ne t'apprends rien, il rejoint le clan des pilotes qui ont gagné au moins 2 fois cette année. Il y en a que deux autres, hein, c'est Sébastien Ogier et Calero Vanpera. On rappelle qu'il a toujours été dans les points depuis le début de l'année. Eh bien oui, même au Kenya où il n'a fait que 10 à l'arrivée, il a quand même marqué des points, donc il est d'une régularité exemplaire. Et il a considéré que cette victoire, c'était sa plus belle dans sa carrière. Et je suis pas loin de penser que oui, il nous a épaté là, Elfyn Evans. Ah, il nous a clairement épaté. Moi, le premier, hein, d'ailleurs, tu as bien vu, jeudi soir, je t'ai envoyé mes petits chronos d'avant rallye qui n'étaient pas du tout corrects, et notamment Evans que j'avais mis 4e ou 5e, je crois, parce que oui, moi j'avais quelques petits a priori sur lui et sur sa prestation. La première, c'est que déjà, il n'avait pas fait la dernière édition du rallye de Finlande en 2019, puisqu'il s'était blessé lors d'un rallye en Estonie. Donc il n'avait pas pu participer à cet événement-là, donc il avait un peu moins de connaissances que les autres et en tout cas de connaissances fraîches. Même si on y reviendra, il y a énormément de spéciales qui étaient toutes nouvelles pour tout le monde. D'ailleurs, ça a été un petit peu déroutant parfois d'entendre les pilotes du WRC qui se plaignaient un petit peu que les spéciales soient trop nouvelles, que ça leur faisait un peu trop de travail ou autre. Mais en tout cas, voilà, beaucoup de spéciales nouvelles. Donc le fait de cet accident faisait que Evans, je le mettais pas dans mes favoris. En plus, comme on sait, il a toujours un petit peu de mal, normalement, en tout cas dernièrement, le premier jour, à mettre sa voiture vraiment au point par rapport au reste du plateau. Cette fois, là, dès le vendredi, il était complètement à l'aise dans la voiture, en confiance. Et puis effectivement, il a fait un rallye magistral, notamment le samedi. Et il rejoint aussi un autre clan, plutôt que celui des doubles vainqueurs de cette année. C'est aussi le clan des vainqueurs non scandinaves en Finlande. Il n'était que 5, avec Loeb 3 fois, et puis après d'autres qui l'ont gagné qu'une fois, Ogier, Mick, Oriol et Sainz. Ah oui, tout à fait. Oriol, voilà. Bien sûr. Comment oublier Didier qui, a gagné en Finlande. Alors moi, j'étais présent l'année où Mick a gagné, effectivement, je m'en souviens, parce que c'était des images de dingue. Avec la vitesse, tout le monde le sait, c'est le rallye le plus rapide qui a jamais eu lieu, je crois, en championnat du monde. Oui, tout à fait. 130 km/h de moyenne, et effectivement, c'était un spectacle hallucinant. Et donc, oui, non, mais Elfyn Evans, super. Et c'est vrai que tu parlais des appréhensions des pilotes. Ils ont tous aussi eu peur, entre guillemets, de cette fameuse spéciale de nuit le vendredi soir. Ah oui. Et puis encore plus, certains qui se plaignaient qui notaient avant le rallye que dans ces pays-là, le soleil se couche extrêmement vite. Et donc, le fait que les premiers sur la route pouvaient partir quasiment de jour ou avec un soleil couchant, alors que ceux qui partaient ne serait-ce qu'un quart d'heure ou 20 minutes plus tard, ce qui ne fait pas énormément de voitures, puisqu'ils partaient toutes les 3 minutes, allaient partir complètement de nuit. Donc oui, c'était un vrai challenge de repartir sur des spéciales de nuit, comme je te le disais, même si c'était la 70e édition du rallye de Finlande, depuis 1994, il n'y avait pas eu de spéciale de nuit dans ce pays-là, puisque quand on est fin juillet, début août, le soleil se couche à peine, et s'il se couche, c'est aux alentours des 23 heures. Donc voilà. C'est ça. Alors Evans, qui rejoint aussi le clan parfois fermé, et qui, moi, m'a toujours épaté, des pilotes qui gagnent le rallye et qui gagnent la Power Stage. Parce que c'est pas si évident que d'aller jouer sur les deux tableaux alors qu'on peut assurer le résultat. Il l'a fait, lui aussi. C'est ça. C'est pas si évident. Après, on a la chance en France d'avoir un petit spécialiste qui s'appelle Sébastien Ogier avec son compère Julien Ingracia. Bon, il y a Roven Perra aussi qui est pas mal, et puis Tanak qui arrive aussi assez régulièrement quand il a l'occasion de gagner des rallyes. Mais oui, c'était une très très belle opération de la part de Elfyn Evans. En même temps,
j'allais dire, il n'avait pas bien le choix s'il voulait rester dans la course au titre que tu mentionnais tout à l'heure. Il reste 2 rallyes. Et voilà, s'il voulait garder une chance réelle d'être titré, ce qui est encore le cas, puisqu'il y a 24 points d'écart aujourd'hui, avec 60 points à distribuer, donc c'est tout à fait possible. Il fallait vraiment qu'il puisse attaquer, récupérer ses 5 points de la Power Stage, mais en plus, il était tellement à l'aise dans la voiture, apparemment, tellement en confiance que je suis même pas sûr qu'il ait attaqué outre mesure pour aller chercher ses 5 points. Et puis il a eu, je dirais, la réussite un petit peu avec lui que Ogier ait un petit souci dans la Power Stage, qu'il ne marque pas de points. Donc ça fait un résultat qui est énormément à la faveur de Elfyn Evans, qui fait une remontée presque fantastique là au niveau du championnat. Mais oui, j'ai eu le même sentiment que toi, effectivement, sur cette Power Stage. Avec évidemment un Sébastien qui avait un peu le masque, parce que entre le problème qu'il a eu dans la Power Stage et le bilan global de ce rallye, où on l'a senti un peu pas en mesure de vraiment défendre ses chances, et puis il l'a dit crûment au micro à l'arrivée de la Power Stage, avec le fait d'ouvrir la piste, le fait que ce soit de la merde, quoi, disons-le franchement, il l'a dit, il a employé le mot shit. Bon bref, est-ce que tu crois honnêtement, Guillaume, qu'effectivement, le championnat peut être complètement relancé et l'est, de fait, à 2 manches de la fin? Ah bah bien sûr, 24 points, c'est même pas une victoire, donc on compte même pas les points de la Power Stage. Ça reste un sport mécanique, on sait absolument pas ce qui peut se passer. Si Ogier abandonne sur un des deux rallyes qui arrivent, voilà, tout est relancé. En plus, c'est des rallyes sur asphalte sur lesquels Evans est aussi à l'aise, peut-être pas, mais en tout cas est très à l'aise également. On a vu à Monza qu'il était en tête l'année dernière avant de laisser la victoire à Ogier. En Catalogne, qui va être à nouveau 100% asphalte, tout peut se passer, quoi. C'est des vitesses folles aussi. C'est un circuit sur goudron en fait en Espagne. Donc oui, pour le rallye est clairement, enfin le championnat est clairement relancé. Après, c'est vrai que Ogier a aussi toutes les cartes en main pour être titré dès la Catalogne. Il suffit qu'il marque 6 points de plus que Evans, ce qui en gagnant le rallye est quasiment fait, est même fait. Après, tout dépendra des points de la Power Stage, mais il peut être champion dès la Catalogne, donc il a toutes les cartes en main. Mais Evans reste un candidat très très intéressant, surtout que Jari Matti-Latvala, le directeur de Toyota, a dit qu'il ne donnerait des consignes qu'en cas d'extrême urgence, on va dire, si le titre constructeur était en risque, en péril sur la dernière épreuve. Là, il y aurait potentiellement des consignes d'équipe, mais je pense qu'en Catalogne, on aura déjà une vision beaucoup plus claire de qui est en mesure d'être champion, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a plus que Evans et Ogier qui sont en lice, puisque tous les autres protagonistes, Neuville, Tanak, Rohan, Perra, se retrouvent mathématiquement oui, voilà. hors course. Ça, c'est vrai. Mathématiquement, ils ne sont plus que 2, mais c'est vrai que ce serait étonnant, incroyable, si on avait une sorte de scénario à rebours par rapport à l'an dernier. T'imagines si Evans venait à coiffer Sébastien Ogier à Monza, là où l'an dernier, ça a été un petit peu l'inverse. Mais je crois qu'on peut se préparer au fait que ça va se jouer effectivement lors de la dernière manche dans ce rallye Monza. Ce serait pas illogique du tout. Mais oui. C'est possible en tout cas. C'est très possible. Bon, alors Sébastien Ogier, écoute, voilà, j'ai résumé ça un peu d'une formule qu'il était un peu en dedans. Il fait 5, il marque pas de points dans Power Stage. Oui, c'est pas le rallye peut-être qu'il aurait voulu avoir au final. Tout à fait. Après, je suis pas certain non plus qu'il aurait parié au tout départ sur une prestation de ce calibre de Elfyn Evans. Après, il s'est rapidement retrouvé derrière les trois fusées qui étaient devant, voire les 4, puisqu'on peut rajouter Rowan Perra. Lapi a tout de suite été très très performant aussi, donc il a rapidement vu qu'il fallait sauver des points plutôt que de prendre des risques à attaquer pour pas grand chose au final. Donc il s'est vite retrouvé aussi dans un petit no man's land en termes de classement, et on l'a bien vu notamment avec la pénalité qu'il prend samedi de 1 minute pour son casque détaché.
qui finalement qui a aucun impact, hein, puisqu'il ne recule absolument pas, enfin au classement en tout cas il recule pas, et puis ça le met une minute derrière celui qui était devant, mais il avait déjà 30 ou 40 secondes de retard, donc la messe était dite à ce niveau-là. Oui, je suis d'accord. Donc un week-end long, je pense qu'il n'a pas dû être marrant pour Sébastien et Julien, mais voilà, ils ont mangé leur pain noir, on va dire, et puis ils ont fait profil bas et comme on dit, game on en Espagne, quoi. Ouais. Mais cette histoire de casque là, c'est comment l'apprécier? C'est rien ou c'est une grosse bêtise quand même? Le fait est que le casque était détaché, on le voit sur les caméras embarquées, donc c'est une erreur. C'était déjà arrivé au Monte-Carlo. Il avait eu juste une réprimande. Il avait bien mentionné au Monte-Carlo qu'effectivement il avait oublié, il l'avait pas attaché, alors que cette fois apparemment il a déclaré qu'il avait bien attaché le casque, mais que apparemment il s'est détaché dans la spéciale. Bon, voilà. Une erreur, on va dire, sans conséquence, puisque, comme je le disais, la minute de pénalité infligée n'a pas d'impact sur le classement, mais un bon rappel à l'ordre à tous les pilotes, comme quoi il y a une règle et qu'il faut la respecter à tout prix. Alors tu avais parié, et honnêtement tu n'étais pas le seul, sur Rovanperä à domicile, on va dire ça comme ça. Alors non, et non, il s'est craché. Dans des circonstances d'ailleurs que j'ai toujours pas complètement bien identifiées, moi je te le dis franchement, parce que j'arrive pas à comprendre où il sort. Il sort dans une sorte comment dirais-je, de but à gravillon. C'est quoi en fait? Oui. Alors c'est effectivement, il part sur un virage à droite, il part un peu large, et donc il accélère encore pour essayer de ramener la voiture. Il a un petit coup de raquette, sa roue avant gauche va mordre dans un talus qui l'envoie un peu à l'extérieur de l'autre virage à gauche, et il rentre dans un monticule de terre, oui, qui effectivement était sur le bord de la route, qui semblait complètement anodin, mais par ce coup de raquette qui l'envoie dans le tas de terre, et ben il va taper, et il tape plutôt fort et de face. Ce qui a pour conséquence de le faire abandonner pour la journée. Samedi. Il repart dimanche en rallye 2, mais malheureusement, il était atteint physiquement au niveau du dos. Donc, il a fait les 3 premières spéciales de la journée. Toyota lui avait demandé quand même d'essayer de ramener la voiture, de refaire les spéciales du dimanche. Et malheureusement, il ne peut même pas faire la Power Stage parce qu'il souffrait trop au niveau de son dos. Donc, il a préféré abandonner le dimanche. Donc, ne même pas marquer de points dans la Power Stage. Voilà, pour préserver son intégrité physique. Et puis, il va falloir qu'il se remette assez rapidement avant le prochain rallye. Parce qu'on voilà, ne sait pas exactement quel est le niveau de blessure qu'il peut avoir. Et effectivement, moi, je l'avais mis dans mes favoris, puisqu'on avait vu comment ça s'était passé en Estonie. Il était à domicile, la volonté de gagner pour un Finlandais en Finlande, le week-end de son anniversaire, puisque le 1er octobre, il a fêté ses 21 ans seulement, donc ça aurait été un beau cadeau. Mais effectivement, il s'est retrouvé assez vite aussi, un peu derrière les fusées que je mentionnais tout à l'heure, déjà Evans, Craig Breen également, donc voilà, difficile pour un Finlandais. Et puis on peut noter qu'il n'y a même pas un Finlandais sur le podium du rallye de Finlande, ce qui n'était pas arrivé depuis un certain temps, j'imagine. Mais oui, tu as tout à fait raison. Donc Rovanperä, ça aurait été, s'il avait pu gagner une 3e victoire en 4 rallyes, là c'est vrai qu'il aurait marqué de son empreinte cette année, mais là il y a un petit piqûre de rappel peut-être par rapport à la jeunesse, à l'expérience, à savoir tout négocier. Et autre pilote qui s'est craché de manière, c'est net, c'est Katsuta. Alors tu as vu comme moi que notre ami japonais, qu'on aime bien, a été très régulier en début de saison, mais là il en est sur 4 résultats blancs consécutifs. On va dire où il n'a pas marqué de points en tout cas, entre les accidents et les retraits, les forfaits. Bon, la dernière fois, c'était vraiment hors de sa volonté, bien sûr. Mais là, il y a quand même une mauvaise passe pour notre ami Takamoto Katsuta. Oui, une mauvaise passe qu'il va falloir qu'il enraye assez rapidement pour repartir sur de bonnes bases pour 2022. Un rallye pas simple. On sait qu'il est habitué à ces routes finlandaises, puisque c'est là-dessus qu'il a vraiment appris à piloter aussi en étant un pilote intégré chez Toyota.
Pas facile non plus d'avoir 3 rallyes avec 3 copilotes différents sur ces dernières, voilà, les pépins qui s'enchaînent un peu à ce niveau-là en termes d'association avec ces copilotes. Donc difficile de retrouver la confiance aussi. Un crash qui est encore un peu important, donc voilà, il va falloir qu'ils se reconstruisent un petit peu petit à petit. Et j'espère, je pense que l'Espagne, qu'il connaît déjà aussi, devrait lui permettre de retrouver des sensations, en tout cas de pilotage sur ces routes d'asphalte pures, où là c'est vraiment de la trajectoire et du pilotage qui va entrer en jeu. Ouais. Ouais. Alors parle-moi des Sapeka Lapi, parce que moi je l'aime bien ce pilote. Alors tout à l'heure j'ai dit que j'étais là quand Mick avait gagné, mais non, j'ai fait une erreur. Moi, mon premier rallye de Finlande sur place, c'est quand Lapi gagne, et le deuxième, c'est quand Tanak gagne. Mais Lapi, sa victoire, si je ne m'abuse, en 2017, moi je m'en souviens très bien, c'est une surprise pour tout le monde. Il a que 4 rallyes, je crois, en WRC, et il met tout le monde d'accord en Finlande, et il nous fait une performance vraiment fabuleuse. Bah là, écoute, le fait de le revoir, on va dire, revenir au plus haut niveau avec une nouvelle, enfin avec une Toyota et faire 4 à l'arrivée, moi il m'a épaté, franchement là. Alors on sait bien qu'il montre pas grand-chose, qu'il est toujours un peu fermé, même c'est ce qu'on peut à la rigueur lui reprocher. Mais honnêtement là, moi j'ai été impressionné. Et toi? Oui, alors impressionné, oui et non, je dirais, parce que tu vois, dans mes paris, par contre, je l'avais bien mis, je crois, quatrième ou quelque chose comme ça, enfin pas sur le podium, mais juste derrière. Mais oui, Lapi, c'est un pilote qui est de toute façon extrêmement rapide, on le sait, surtout sur ces routes finlandaises qu'il connaît très très bien. Il a fait un rallye solide, intelligent, il est parti fort, mais sans être à la limite. Il s'est positionné tout de suite assez bien. Ensuite, le samedi, apparemment, Toyota lui a demandé sur quelques chronos d'essayer d'aller titiller un petit peu devant pour voir un peu comment il se positionnait vraiment en termes de performance. Donc, il a sorti quelques chronos vraiment intéressants avant de rentrer un petit peu plus dans le rang le samedi après-midi, puisque là, il se rendait compte que de toute façon, les 3 de devant, ils étaient intouchables. Hormis de prendre des risques complètement inconsidérés, puisque lui, il ne faut pas oublier que ça fait quand même presque un an qu'il n'a pas roulé sur une WRC. Donc voilà, ça c'est une expérience et un rythme qui s'improvise pas. Et donc ensuite le dimanche, il a fait un rallye, voilà, pour ramener la voiture, priver aussi Hyundai et d'autres et ses pilotes de quelques points importants. Et il se positionne extrêmement bien s'il fallait encore le faire pour 2022 et pour avoir cette voiture en temps partiel avec Sébastien Ogier. Donc voilà, je pense que maintenant, il ne fait plus de doute que ce sera lui qui sera dans ce baquet-là. Et il se dit même que ces quelques jours, là, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à mercredi, il serait en essai sur la Toyota hybride pour 2022 avec Toyota. Donc je pense que voilà, son résultat ne fait que confirmer, en tout cas, les dires qu'il pouvait y avoir jusqu'à présent. Mais un rallye très très solide des APK Lapi, ouais. Voilà, donc effectivement, on peut s'apprêter à célébrer le retour de Lapi à temps beaucoup plus régulier en WRC l'an prochain. Là, je crois qu'effectivement, tout le monde en est bien persuadé. Au passage, toujours pas vraiment de précision sur Sébastien Ogier l'an prochain. Il a commencé à dire qu'il était prêt à faire des courses d'endurance un peu à un niveau pas le WEC, quoi, d'un coup. Et honnêtement, c'est ce qu'on a déjà dit depuis plusieurs mois, c'est pas possible. Donc ce serait le LMS peut-être, je sais pas. Enfin, comment tu interprètes ça? Ouais, comme on disait la dernière fois, je pense que ça va se mettre en place petit à petit. Il va tester la Toyota Hypercar sur cette fin d'année, normalement, si tout se présente bien. Malheureusement, les tests de Bahreïn en endurance ont été un petit peu décalés et entrent en conflit avec Monza, il me semble. Donc, il va falloir voir en termes de calendrier comment ça se passe. En tout cas, il va faire du simulateur chez Toyota. À voir comment se présente le programme endurance de Toyota, puisque comme on le disait, je ne pense pas qu'il puisse être sur une des 2 voitures principales. Après, Toyota peut très bien engager une 3e voiture aussi, au moins au Mans, et puis essayer de faire 1 ou 2 manches en avance sur le WEC pour qu'il puisse faire ses armes. À voir. Honnêtement, pour le moment, je pense que c'est encore flou. Par contre, moi, ce qui me chagrine un petit peu, c'est qu'il est de plus en plus clair, oui, effectivement, qu'il n'y a pas de doute sur le fait qu'il a bien pris sa retraite à temps plein du WRC,
Ce que je regrette un petit peu, parce que j'aurais aimé le voir sur les nouvelles WRC. Donc Ouais, voilà. non. Je crois qu'hélas, la tendance, elle s'affirme de plus en plus, effectivement. Et va falloir s'y faire. Oui, je crois, Guillaume, Ouais. que là, il a pris sa décision. Bon, on passe à Hyundai maintenant. Alors moi, je vais te poser une question peut-être un peu dure sur Craig Breen, que j'aime beaucoup et qui a toujours un rôle à jouer dans pratiquement tous les rallyes qu'il fait. Donc ça, c'est vraiment déjà une preuve. Et puis j'aime bien son fighting spirit, j'aime bien sa personnalité. Bon, ça, d'accord. Mais est-ce que Craig Breen est le pilote qui finalement ne gagne jamais? Est-ce que je suis un peu dur en disant ça? Je sais pas, c'est compliqué à dire. Alors, s'il ne gagne jamais, déjà, ce qui est clair, c'est qu'il n'a pas encore gagné en WRC, que cette fois, il en était pas loin encore une fois. Toujours est-il que c'est le pilote qui rapporte le plus de points à Hyundai cette année par rallye disputé. Mhm. Donc devant Otanak, devant Thierry Neuville, ce qui n'est pas rien. Donc ce qui va peut-être faire un peu manger son chapeau à Andrea Adamo l'année prochaine quand Breen ne sera, alors rien n'est officiel, mais normalement il ne sera plus chez Hyundai, il devrait être chez M-Sport. Oui. Donc on verra ce que ça peut donner. La chose est que encore une fois, il n'est pas à temps plein chez Hyundai, donc il n'a pas les mêmes contraintes, il n'a pas le même rythme non plus. Encore une fois, cette fois, il s'est vite retrouvé aussi dans la position de devoir marquer des points pour Hyundai, puisque Thierry Neuville a eu ses problèmes, encore une fois. Donc il se retrouve dans la position du deuxième pilote qui doit un peu assurer, puisque lui ne joue pas le titre pilote. Donc psychologiquement, c'est un petit peu compliqué, quoi. Donc il peut pas attaquer, il peut pas se libérer, chose que les autres peuvent complètement faire, étant donné qu'ils ont déjà leur avenir assuré pour l'année prochaine. C'est un pilote qui est très très vite, Craig Breen, ça c'est certain. Euh, J'espère que sa chance viendra et qu'il saura la saisir à ce moment-là, mais en tout cas, il enchaîne les bons résultats, il enchaîne les podiums. Donc c'est très 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 intéressant pour lui. Alors je sais bien que ce sont des spécialistes qui nous écoutent et qu'on est entre observateurs pointus du monde du sport auto, mais je suis sûr qu'effectivement il y en a toujours qui se disent ah bon Breen il a toujours pas gagné un rallye, mais non chers amis, il n'a toujours pas gagné un rallye de championnat du monde de WRC, il mériterait d'en avoir un au moins, on est tous d'accord. Vu sa carrière, vu qu'à chaque fois il arrive quand même à jouer aux avant-postes, mais non, Craig Breen n'a pour meilleur résultat qu'une deuxième place, il en a signé 2 cette année encore, hein, vous le savez, en Estonie et en Belgique. Mais non, toujours pas. Et moi, j'avoue que. Mais c'est vrai que vendredi, quand je vois qu'il est en tête, je me dis ah, est-ce que c'est enfin son heure? Mais en même temps, par rapport au jeu des constructeurs, des placements par rapport au championnat du monde, oui, on se dit non, à un moment donné, on va lui demander de pas gagner finalement. Enfin, je sais pas. C'est pas si simple sa situation. Tu l'as bien résumé, Guillaume. Ouais, c'est ça. Après, ça aurait été compliqué de lui. Enfin, tout dépendait de la hiérarchie qui se dessinait, mais Evans, encore une fois, fait un samedi matin exceptionnel. Oui. Il fait 4 temps scratch d'affilée, 6 avec ceux du vendredi soir. Donc là, il prend clairement de l'avance. Après, il y a Tanak qui était aussi très bien le samedi matin. Et puis le samedi après-midi, on voit que Breen prend un petit éclat. Donc potentiellement quelques consignes qui ont été données en disant les gars, il faut ramener les deux voitures 2 et 3 sur le podium. Hyundai n'avait jamais fait un podium en Finlande avant, donc ça a toujours été un rallye un petit peu maudit pour eux. Donc là, de ramener deux voitures extrêmement bien placées, c'est des gros points de prix sur le championnat constructeur et il fallait de toute façon limiter un petit peu la casse et essayer de grappiller des points avant les 2 dernières manches qui potentiellement seront un peu plus favorables à Toyota. Ouais. Alors, on sait que Tanak, tu l'as dit, a donc pris la deuxième place au final de ce rallye de Finlande, que Thierry Neuville, hélas, a dû abandonner. Je signale juste qu'au championnat, ils sont les 3 pilotes là. Neuville, Rovanperä et Tanak, séparés par 2 points seulement. 130 pour Neuville, 129 pour Rovanperä, 128 pour Tanak. Pas mal cette fin de saison aussi pour le podium final du championnat du monde. Là, clairement, oui. Après, ça va être plus la troisième place qui va être en jeu. Sans oublier que, et je pense que là, leurs patrons vont bien leur le rappeler à plusieurs reprises, c'est que l'enjeu principal également, ça va être le titre constructeur entre Toyota et Hyundai. Donc tous ces pilotes-là vont à la fois devoir jouer leur carte personnelle pour essayer d'être troisième, voire deuxième, si jamais Evans a vraiment des gros soucis. Mais en tout cas, ce qui sera le plus important, c'est de rapporter des gros points pour le constructeur
Et donc là, effectivement, Hyundai a un petit peu plus de cartes en main, on va dire, que Toyota. Donc Thierry Neuville, qui a dû abandonner. Encore une fois, pas complètement verni, notre ami Neuville. Oui, pas complètement verni. Des circonstances un petit peu bizarres. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Apparemment, c'est une compression dans laquelle il a tapé vraiment fort, qui aurait soulevé en fait le ski sous la voiture, faisant rentrer des pierres au niveau du radiateur. Et puis la rampe de phare qui s'est détachée suite à cette compression et qui s'est complètement envolée quelques centaines de mètres plus loin. Mais surtout, le gros impact, c'est que le radiateur a été endommagé, le circuit d'eau aussi, les températures se sont élevées et puis il a été obligé d'abandonner puisque le moteur a surchauffé et il n'est même pas reparti en rallye 2 le lendemain puisque le moteur était trop endommagé pour pouvoir continuer. Donc des circonstances un petit peu étranges effectivement. Mais encore un rallye compliqué pour Thierry Neuville qui du coup va finir la saison en essayant de gagner les deux rallyes sur asphalte et encore une fois repartir sur des bonnes bases pour 2022 qui sera une toute nouvelle année pour tout le monde. Alors Guillaume, je signale, et là pour ceux notamment qui nous regardent sur YouTube avec la vidéo de cet épisode, j'ai utilisé une vidéo justement générique qui date de ce rallye de Finlande. Donc c'est un ami à toi qui t'a envoyé des vidéos et qui m'a autorisé à les réutiliser. C'est ça, tout à fait. J'avais un ami, c'est Gogo Berry qui nous suit énormément sur les réseaux et qui nous met tout le temps des commentaires assez sympas et constructifs. Donc qui était sur place et qui a pu nous envoyer quelques vidéos et photos. Et d'ailleurs, je vais en poster pas mal là dans la semaine sur notre compte Auto Mini Racing sur Instagram et Facebook. Donc n'hésitez pas à nous suivre aussi. Et puis je t'en enverrai quelques-unes que tu pourras éventuellement partager également. Mais en tout cas des jumps magnifiques, notamment celui de Fourmeau sur la dernière bosse. Donc voilà, on le met maintenant, sur YouTube, c'est maintenant que vous voyez ce saut de Fourmeau qui est incroyable, 68 mètres, c'est donc ça, ce score officiel. C'est vrai que là, ça fait, c'est surnaturel, c'est incroyable. Même si je pense que c'était filmé dans la Power Stage, la caméra était mal placée. On voit pas là où les voitures atterrissaient vraiment. Il aurait fallu mettre 2 caméras. Parenthèse. Non, c'était. Alors, la seule chose, c'est vrai que c'est un jump un saut pour nos amis francophones qui est artificiel à l'arrivée de cette spéciale, donc qui est vraiment fait pour le show, pour le spectacle. Mais il faut des images comme ça de toute façon pour promouvoir le rallye, pour promouvoir ces artistes. C'est juste magnifique. Et quand on voit la photo de face de Lapie à une hauteur, mais qui est complètement folle. On se demande comment ils font pour atterrir et c'est là où on peut que souligner le travail de titan qui est réalisé par les ingénieurs, par les mécanos pour préparer ces voitures, pour les développer au niveau des suspensions. C'est juste démentiel et c'est ce qui fait toute la beauté du rallye des 1000 lacs en Finlande. Donc non, c'est juste magnifique. Et puis pour enchaîner un petit peu, parce que je pense que c'était ta question aussi sur Fourmeau peut-être. Oui, tout à fait. C'est un rallye extrêmement intelligent aussi de la part d'Adrien et de son nouveau copilote, puisque là aussi, cette année, décidément, c'est vraiment la valse des copilotes. Donc Alexandre Coria qui a remplacé Renaud Jamoul pour ce rallye pour la fin de saison et puis certainement une bonne partie de la carrière d'Adrien Fourmeau, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Mais un rallye intelligent où il a su prendre la mesure de sa voiture, des routes finlandaises qu'il découvrait aussi à ce niveau-là. Il est parti de manière très, très calme pour assurer le plus de kilomètres possible. Il a su aussi avoir l'intelligence d'accepter le fait que pour une fois sur ce rallye, il serait devancé par Gus Greensmith, son coéquipier, qui a lui beaucoup plus d'expérience déjà de la voiture et puis des routes finlandaises à ce niveau-là. Donc il a construit son rallye pour se construire une confiance justement pour les prochaines années. Et voilà, au final, il finit 7e, je crois. Oui. Donc, rallye intelligent, on va dire.
Tout à fait. Non, non, tu as tout à fait raison. Et dans le top 10, apparaît le vainqueur en WRC2. Hein. Chaque fois, je te pose la question rituelle, parce qu'il y a un sacré casting en WRC2. Moi, quand je vois que c'est Teemu Suninen qui gagne, oui, je me dis que ça veut bien dire qu'effectivement, cette victoire, elle est prestigieuse, parce que Suninen, c'est pas n'importe qui, bien évidemment. Et bon, c'est une victoire au moins finlandaise dans une catégorie, là, c'est sûr. On a senti que pour lui, elle était très importante. Et effectivement, ça a été une belle bataille. Hein. Grosse bagarre. Grosse bagarre, effectivement, avec un plateau encore extrêmement intéressant, notamment aux avant-postes. Donc avec Sulinen, Ostberg, Solberg également, qui était présent, Utunen, exactement, qui a gagné un rallye cette année aussi en WRC2. Donc une grosse bagarre qui a eu lieu jusqu'à la fin, donc qui sourit à Suninen, qui se relance un petit peu après ses prestations mi-figue, mi-raisin en WRC, qui ont fait qu'il a préféré jeter l'éponge au niveau de M-Sport et repartir sur des balles neuves, on va dire, en WRC2. Donc une grosse bagarre, une belle victoire de Suninen. Encore une fois, un petit peu déçu par Oliver Solberg, qui décidément enchaîne encore une sortie de route. Ça commence à faire beaucoup pour cette année. Surtout il en est à 5 abandons consécutifs. Hein. Ouais, surtout il peut pas repartir en rallye 2 le lendemain. Sa voiture étant trop endommagée. Donc lui qu'on voyait comme le nouveau Rovan Perra également, ça commence à se compliquer un petit peu et on peut se questionner sur le fait que Hyundai soit parti plutôt sur le choix de Solberg l'année prochaine pour faire quelques manches en WRC plutôt que de continuer avec Craig Breen justement. Ouais. Donc c'est un petit peu ce que je sous-entendais tout à l'heure quand on parlait du choix d'Andrea Adamo pour l'année prochaine, enfin de Andrea Adamo et de Hyundai, hein, puisqu'il n'est pas tout seul non plus. Mais bon, voilà, un beau rallye en tout cas en WRC2 encore une fois. Donc Mikkelsen n'était pas présent sur ce rallye puisque c'est le principal protagoniste avec Osberg au niveau du championnat. Donc Osberg aurait pu faire un beau rapproché au championnat. Il est tombé sur un os avec Teemu Suninen. Donc à voir ce qu'il va faire pendant ce qui va se passer sur les 2 manches restantes. Ouais, non, ça va être passionnant. Il y a quelque chose d'autre que tu as noté là dans d'autres catégories ou pas dans ce rallye? Moi, pas spécialement, mais dans d'autres catégories, ce qui était donc en WRC3, on peut souligner que c'est Emil Lindholm qui remporte la catégorie en WRC3. Donc le fils de Sébastien Lindholm qui avait roulé aussi sur des WRC à temps partiel à l'époque des 206 quand on pouvait aligner, enfin quand il était de coutume d'aligner un pilote spécialiste de chaque pays. Donc c'est son fils qui gagne ce rallye-là, donc potentiellement un espoir finlandais également à suivre. Sinon, quoi d'autre? Non, j'avais pas noté de choses en particulier, si ce n'est que donc on va se retrouver après en Espagne pour un rallye qui cette fois va être à 100% asphalte. Voilà. Rappelons qu'à l'époque, il y avait une configuration mixte qui était sympa d'ailleurs, mais là, non, c'est vraiment asphalte. Hein. C'est vraiment 100% asphalte. Donc ça va promettre une belle bagarre, surtout que le titre sera en jeu, puisque comme on le disait tout à l'heure, Ogier peut être titré dès ce rallye-là. Et puis il va y avoir le WRC2 qui sera extrêmement intéressant, le retour de Mikkelsen, qui ce week-end était en ERC, en European Rally Championship, donc sur le rallye du Portugal, à Fafé, qui avait également un plateau extrêmement intéressant, puisqu'on retrouvait notamment Dani Sordo avec la Hyundai, on retrouvait aussi Alexei Lukyanuk, notamment Johan Bonato pour les Français. Donc Mikkelsen qui s'est imposé également pour cette manche du championnat d'Europe, qui se rapproche très fortement du titre de champion d'Europe également. Il reste 2 manches dans ce championnat. Notre Français Johan Bonato qui finit, on va dire, seulement 8e, mais qui a souffert de 2 crevaisons. Donc voilà, la chose principale, c'est que Mikkelsen est en lice pour faire le doublé WRC2 ERC. Donc à voir comment va se terminer la saison pour le pilote Skoda, mais il y aura quand même une forte concurrence, notamment avec Osberg.
Oui, mais c'est pas pour ça non plus que Mikkelsen est annoncé dans un des top teams l'an prochain en WRC. Non, non, non. Alors ça, c'est la question principale. C'est le jeu des chaises musicales et des baquets qui restent à prendre, notamment chez M-Sport, potentiellement aussi chez Hyundai. On parle peut-être d'une quatrième voiture. Donc, à voir comment ça va se positionner. Je sais pas, toi, ce que tu imagines, en tout cas, comme line-up chez M-Sport, notamment. Hein. On parle de Brin et potentiellement le deuxième. On sait pas vraiment qui ça pourrait être. Oui, oui, Fourmeau, oui, effectivement, mais est-ce qu'il y aurait une troisième Oui. voiture pour un Mikkelsen, pour quelqu'un d'autre? On ne sait pas. Tout ce que je peux dire à mon modeste niveau, c'est que quand j'entends que Loeb peut-être reviendrait aussi à temps partiel chez M-Sport, ça me laisse un peu songeur. Bon, voilà. Oui. Parce que je crois que notre Sébastien National, c'est plus le moment. Il a fait son temps. Enfin, je veux dire, voilà, on n'a rien contre lui, mais non, là, il faut tourner la page à tous les niveaux. Donc, effectivement, je peux pas vraiment l'imaginer ça, mais j'en entends parler un peu. Bon, écoutez, on verra bien, mais bon. Ouais. Alors, j'aurais juste une petite question pour toi, LFB. Oui, Je sais qu'on va être un petit peu long, mais là, du coup, ça vaut le coup de rester. oui. Il faut noter que c'était la dernière fois qu'on voyait ces WRC sur la Terre. Oui. Est-ce que toi, il y a un rallye sur Terre particulier avec ces WRC qui t'aura marqué, ou une voiture sur Terre qui t'aura plus marqué que les autres? Dis donc, là, c'est vraiment, là aussi, le direct qui prime, là. Écoute, bon, allez, parce que je vais pas réfléchir pendant 3 minutes, mais en voyant ces images de ce week-end et en me replongeant forcément dans cette atmosphère finlandaise que j'ai pu en plus avoir la chance de connaître sur place, je repensais à cette image hallucinante parce qu'elle a tout conjugué. Elle a conjugué le décor, elle a conjugué la vitesse et elle a conjugué une prise de vue exceptionnelle. C'est cet accident de Mikko Hirvonen. Donc, on est bien d'accord, c'est sur Ford, hein. Ouais. Je sais plus en quelle année, mais c'est l'époque où il est le grand adversaire de Sébastien Loeb, hein. C'est quelques années en arrière, et où le caméraman, bon là c'est on va dire la chance de sa vie. Bon, on sait que Mikko Hirvonen s'en sort sans bobo, tant mieux. Mais le caméraman qui peut pas être mieux placé. On voit la voiture de Hirvonen, hein, tu vois à quoi je fais référence, qui part en multi-tonneau. Bon. Mais il me semble que c'était la Focus, par contre, à ce moment-là. C'est la Focus, tout à fait. Donc pas les nouvelles WRC, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui était extrêmement marquant, effectivement aussi. Ouais. Alors, évidemment, là, par rapport à ta question, je pointe un souvenir, on va dire, négatif, etc. Mais, effectivement, cette décoration de la Focus, cette époque et ce décor finlandais font qu'effectivement, je me souvenais avec une certaine émotion de ça. C'est vrai que ce week-end, ça m'a vraiment beaucoup traversé l'esprit. C'était en plus à une époque où sur Motors TV, on diffusait le WRC en mode 48 minutes et où on proposait chaque soir une spéciale en entier. On avait dealé ça avec les détenteurs de droits. Il y a eu plusieurs péripéties à ce niveau-là dans les dernières années. Mais enfin bon, on montrait une spéciale entière en mode caméra embarquée. Alors, la contrepartie, c'est que parfois c'était un peu long. Effectivement, je suis le premier à le reconnaître. C'est que on se dit c'est génial, mais en même temps, parfois c'est un peu répétitif de voir les virages qui s'enchaînent et peut-être ça vaut peut-être mieux avoir 3 belles minutes que 12-13 minutes un peu en longueur. Mais c'était quand même un plus qu'on offrait à nos téléspectateurs. Et ça correspond à cette période. Donc, effectivement, c'est un peu ça qui me revient spontanément en mémoire. Voilà, je ne sais pas si je réponds bien à ta question. Si, clairement. D'accord. Écoute, je vois qu'on arrive à un peu plus de 3 quarts d'heure encore de discussion, mais c'est tellement sympa comme souvent que écoute, on prend le temps et puis de toute façon c'est comme ça. Et puis je sais que beaucoup nous écouteront jusqu'au bout. Tu voulais quand même terminer par une petite surprise. Tout à fait. Une petite surprise, un petit. Je l'avais déjà commencé à l'évoquer la dernière fois qu'on s'était vu, mais voilà, c'était pour vous présenter. Donc je vous rappelle à tous et toutes que on a lancé une exposition permanente de miniatures aussi dédiée aux 100 ans du sport automobile. Dans toutes ces grandes largeurs, hein, que ce soit la Formule 1 et notamment, on va fêter comme il se doit la 100e victoire de Lewis Hamilton qui est arrivé le week-end dernier.
mais aussi du WEC, de l'endurance, du GT et autres. Donc voilà. Et puis, je vous avais déjà présenté quelques modèles. Là, cette fois, je vais lancer un petit concours, demander la participation du maximum de personnes, donc via les commentaires, via les likes sur YouTube, sur Facebook et Instagram notamment. Voilà. Le modèle qui est en cours d'assemblage, je ne sais pas si on le voit bien, mais c'est donc une Alpine A110 RGT que je suis en train de monter, qui sera donc exposée sur notre exposition. Et le concours que je veux lancer, c'est que, en fait, grâce à notre ami Florent Domas de chez DMS Prod, qui donc réalise les décalcomanies, voilà, donner le choix, en fait, entre la version de Raphaël Astier, notre pilote sudiste, bien connu aussi pour ses exploits à Pikes Peak avec les voitures de Romain Dumas, et la version de Cédric Robert, notre pilote un peu plus local du côté de Saint-Étienne, donc avec son copilote Mathieu Duval, donc, qui sont de la région. Voilà, vous demandez laquelle des deux voitures vous souhaitez voir en priorité et qui sera à gagner par une des personnes qui aura voté, tout simplement. Donc voilà. Oui, c'est pas qu'un sondage là que tu nous proposes. Non, ce sera pas qu'un sondage. Il y aura un vrai concours avec remise d'un prix lors de l'ouverture de l'exposition. Donc entre la version numéro 42 de Cédric Robert et la version numéro 47 de Raphaël Astier. Donc vous pouvez voir aussi les décalcomanies donc, qui sont réalisées par Florent Domas, donc de dmsprod.fr, que vous pouvez aller voir si vous êtes fan de miniatures également. Donc voilà, un petit concours. Donc à vos commentaires dans le post YouTube donc de la vidéo, les posts qui seront réalisés aussi sur Facebook, sur Instagram, @AutoMiniRacing. Voilà, c'est pour les comptes. Et puis voilà, on retrouvera aussi sur les comptes de LFB, de l'Afterlap, pour qu'on puisse avoir le maximum de participants, de votes. Et puis je vous ferai suivre également le montage de cette voiture dans ce qu'on appelle un work in progress, donc pour détailler un peu toutes les étapes sur nos différents réseaux. Voilà. Bah super Guillaume, super, c'est très sympa de ta part et très intéressant et amusant aussi. Donc on compte sur vous et il y a quand même quelque chose à gagner à la fin, donc c'est très bien. Bon, voilà. Eh ben écoute Guillaume, allez, on approche de l'heure de papotage, mais ça passe très vite et c'est bon signe. Donc on va se quitter là. Je te remercie beaucoup, mais d'ores et déjà, on vous donne rendez-vous pour le débrief d'après Espagne. Parce que là, faut pas le louper. Non, voilà. Et puis même s'il y a un Grand Prix, tout ça, non, là, s'il faut faire 2 épisodes dans la semaine, on les fera. Et quoi qu'il arrive, oui, je veux avoir ton avis et on débriefera donc cette avant-dernière manche en Espagne avec peut-être, oui, pourquoi pas, un titre de Sébastien Ogier nouveau ou alors au contraire une sacrée annonce de suspense pour la dernière manche qui aura lieu à Monza. Mais en tout cas, là, c'est sûr qu'on se retrouve, toi et moi, jusqu'à la fin de l'année pour ne rien rater de cette fin de saison WRC. Bon, allez, ce sera la dernière ligne droite, effectivement, le sprint final. Donc, à suivre avec attention. Et un dernier petit clin d'œil à ton ami et à mon ami aussi, Tristan Gomendi, et à son équipe Duquesne Engineering qui ont fait une superbe course à Spa en ELMS, un magnifique podium. Donc, voilà, je sais qu'il va te retrouver très, très bientôt dans les débriefings de Formule 1. Donc, encore un grand bravo à eux et à très, très vite. Voilà, oui, Tristan qui effectivement lui aussi est dans les starting blocks pour nous accompagner pour cette fin de saison F1 parce que là aussi, le duel Hamilton-Verstappen, je crois que oui, ça va être jusqu'au bout sans doute et qu'il va y avoir des choses à dire. Bon, voilà. Ça reste frictionné. Allez Guillaume, porte-toi bien, bonne semaine à toi et donc prépare-toi d'ores et déjà pour intervenir d'ici pas plus de 15 jours pour nous parler de l'Espagne. Et je vous dis tous aussi un grand merci pour votre fidélité, votre suivi concernant le podcast du Sport Auto, l'Afterlab, que vous retrouvez sur toutes les plateformes et donc globalement aussi en vidéo sur la chaîne YouTube l'Afterlab. Allez Guillaume, à bientôt. Hasta luego. Allez, salut.